Aujourd'hui, c'est avec joie que je reçois Christelle Cronier. Quand la rationalité rencontre l'invisible, Christelle, journaliste rayonnante, partage son expérience de mort imminente et son éveil spirituel. J'ai eu un parcours ultra classique, ultra cartésien avant et ultra, on va dire, dans le moule. Et après, en parallèle, j'ai eu aussi un parcours beaucoup plus barré avec des phénomènes paranormaux qui me sont arrivés, etc. Christelle a dû apprendre à écouter. Quand on est dans le stress du quotidien, on fait plus attention à tous ces signes que nous envoie la vie. Et la vie nous en envoie, mais en permanence. Son éveil au monde invisible n'a pas été sans défi, mais elle a mené une lutte pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. La vie m'a mis des travaux pratiques. À chaque fois que je découvrais quelque chose ou que, tu vois, j'étais réfractaire à quelque chose, ou on m'a vraiment envoyé un événement de vie, souvent un peu violent, pour me donner un coup de pied aux fesses, en fait, et me faire réaliser les choses. Cet échange captivant aborde les signes, l'intuition, l'amour de soi et l'unicité. Comment sortir des sentiers battus, rompre la routine et s'ouvrir à l'inconnu. Mais d'ailleurs, si tu écoutais ton intuition, je suis sûr qu'il te pousserait à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute! Salut Christelle, comment vas-tu? Comment te sens-tu ce matin? Bonjour Nico, alors on est en train de rigoler parce que tous les deux ça fait à peu près 20 minutes qu'on est déjà en train de parler et tu avais oublié d'enregistrer. Et c'est pas la première chose qui m'arrive ce matin, puisque juste avant j'étais dans un café en train de travailler et j'ai renversé mon cappuccino, c'était pas un petit café en plus, hein, mon cappuccino sur mon ordinateur. Donc voilà, écoute, des petits bugs dans la matinée là, ouais. je le vois. Et justement, quand tous ces bugs là, tu vois, toi le café, ouais. Là moi qui n'enregistre pas, est-ce qu'il faut qu'on voit dans ces signes là, est-ce que c'est le hasard et c'est pas grave, ou est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre en nous? Écoute, moi je m'appesantis pas sur les signes. En général, sauf quand c'est vraiment des signes qu'on me met, tu vois, devant les yeux de façon oula, regarde warning. J'imagine le signe qui débarque. Coucou, je suis là. Non, écoute, par contre j'essaye de prendre de la hauteur sur les choses. Alors, en ce qui concerne le café sur mon ordinateur qui a flingué mon ordinateur, je me suis dit, écoute, on est en train de te dire que tu travailles trop en ce moment, et ce qui n'est pas faux. Bon, mais je te cache pas que quand même, je suis un peu vénère pour mon ordinateur, mais voilà. Et en ce qui concerne notre conversation, c'est parce que c'est tellement agréable de parler ensemble qu'on en rajoute. Ouais, on en rajoute, mais on aurait pu en rajouter en enregistrant. Ouais. C'est vrai que ça devait être personnel, finalement. Ça devait être un message juste pour toi. C'est peut-être un message juste pour moi. Ok, parce que ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. J'ai pas l'habitude de ne pas enregistrer, tout tourne, les caméras tournent, enfin je fais des tests, là on avait fait un test micro, donc ça me paraissait même évident qu'en ayant fait un test micro ça enregistre, et là je sentais, en discutant avec toi, il y avait un truc qui me chatouillait l'esprit, et j'étais là, mais ça n'enregistre pas. Écoute, mais comme si, c'est bizarre. Comment tu l'expliques comment, toi, ces intuitions qu'on peut avoir dans la vie? Je pense aujourd'hui que tout est énergie. Alors, j'ai pas toujours pensé ça, hein. Vraiment, j'ai eu un parcours ultra classique, ultra cartésien avant et ultra, on va dire, dans le moule. Mais après, en parallèle, j'ai eu aussi un parcours beaucoup plus barré avec des phénomènes paranormaux qui me sont arrivés, etc., qui m'ont fait comprendre que vraiment, c'est ça, tout est énergie. Nous, on est énergie, donc si on s'aligne bien intérieurement, notre énergie va comment dire, attirer à nous des personnes de même énergie. Mais les objets aussi, pour moi, sont énergie. Donc on est tous en interconnexion. Voilà. Donc, tu vois, les intuitions, tout ça, machin, c'est aussi de l'interconnexion entre les gens. Là où je te disais que j'enregistre cet épisode chez mon meilleur ami, pour ceux qui sont sur YouTube, ils le voient, où il y a une petite décoration que j'aime bien. Moi, je m'y sens bien, j'aime bien l'atmosphère en fait, qu'on trouve ici. Alors que dans mon appartement, qui est un appartement de transition après une rupture, j'y vois plus un appartement de passage et j'ai beaucoup de mal à recevoir des gens. Je comprends. Les lieux sont habités aussi. Hein.
Alors, moi j'ai beaucoup étudié, on va dire, plein de choses et plein de domaines, parce que j'ai cherché à comprendre lorsqu'il m'arrivait des choses particulières, hein, parce que ayant un esprit quand même très cartésien à la base, j'étais quand même en résistance. Mais aujourd'hui, je sais aussi que les lieux sont habités. Les lieux sont habités pour moi, par des années de vie, en fait, dans ces lieux-là. Là, on est chez ton meilleur ami, mais bien avant ton meilleur ami, il y a eu combien de personnes qui ont vécu ici. Voilà. Chacun a laissé un petit peu de son empreinte, un petit peu de son énergie. Et ça passe. Du coup, là, on va le refaire pour les gens qui nous écoutent, puisque tu t'étais présenté pour les gens qui habitaient ce lieu invisible, qui ont dû écouter déjà ton histoire. Là, bonjour à tous. Merci d'avoir été là pour nous écouter. Et merci à toi. Du coup, effectivement, ton livre, Pas si perché, c'est un livre qui retrace énormément de choses. C'est impressionnant. Moi, quand je l'ai lu, j'ai ressenti beaucoup de sensibilité. En fait, j'ai même eu les larmes aux yeux à certains passages. Ok, merci, c'est un bon compliment. Je te dis pas encore lesquels, parce que je vais y revenir dessus quand même. Très bien. Mais il y a eu certains passages où, je sais pas, ça m'a ému. Après, je cherche pas à comprendre, juste moi en tout cas, ça m'a parlé, ça m'a touché, parce que j'ai le sentiment d'avoir des points communs avec toi, de par le métier dans la télévision, de par une ouverture à la spiritualité, quelque part, tout en ayant un côté cartésien. Et c'est pas, pour ma part, c'est pas évident, parce que des fois, je me dis, mais ça va trop loin. En fait, tu te rends pas compte que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est être ancré. Et dès que ça va un peu trop loin, ça me titille. Et pourtant, toi, dans ce livre, t'arrives à jongler entre les deux et à montrer que t'as eu un chemin qui t'a pris des années. Et c'est ça qui est beau, c'est que finalement, tu dis pas de vérité, tu dis qu'est-ce que toi, t'as appris et compris sur le chemin. Donc, bon, j'ai adoré le livre, ça, comme tu peux le comprendre. Aujourd'hui, je fais une soirée, on ne te connaît pas. Comment tu te présentes ? Soirée d'anniversaire, là, tu débarques, t'as tous mes potes. Justement, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi de me présenter. Parce que c'est comme si se présenter, alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'était s'enfermer dans un cadre. Parce que généralement, quand on est dans les soirées comme ça, avec tout le monde, quand on te dit présente-toi, ça veut dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, et plus précisément, quel est ton métier, et est-ce que ça pourrait m'intéresser moi pour voir qu'est-ce que je pourrais faire, à quoi tu pourrais me servir. Souvent, c'est ça dans les soirées. Je suis allée d'ailleurs dans une soirée il y a peu de temps, et ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans les soirées télé comme ça, et ça m'a sauté aux yeux justement ce fonctionnement, tu vois, de superficialité en fait. Et j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à réduire ma vie, ce que je suis, ce que je veux, mes objectifs, etc., à ce formatage. Alors avant, je t'aurais dit oui, je suis directrice de magazine, je suis conférencière, je suis auteure, je suis animatrice, je suis tout ça. Oui, je suis tout ça, bien sûr. Mais je ne suis pas que ça. Tout comme toi, tu n'es pas que journaliste non plus, tu n'es pas que podcasteur. Mais tu sais que là, ce que tu dis, c'est perturbant. Ouais. Parce que j'ai remarqué que j'ai toujours eu plein de projets. Mais dès que je dis que je suis journaliste à France 2, le regard des gens change. Vraiment, littéralement. C'est fou comment... Il y a pas longtemps, on m'a présenté un élu. Un élu, oui, dans une ville. Enfin bref, peu importe. Et on m'a demandé de me présenter. Et j'ai pas su répondre, si ce n'est, justement, je voulais pas répondre par ce truc un peu cliché. Et j'ai dit, moi je suis quelqu'un de plein de vie. Et je suis quelqu'un qui aime la chaleur humaine, et j'ai donné quelques adjectifs qui semblent me définir. Mais forcément, on attend plus de moi. En fait, même en soirée, comme tu dis, il y a ce côté, on va rigoler, t'es plein de vie. Ouais, mais sinon, qu'est-ce que tu fais Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et donc, je dis, je fais genre un podcast, et puis sinon, je fais aussi un peu de numérologie, puis sinon, je fais un peu d'immobilier. Mais même l'immobilier, c'est comme si c'était pas encore assez sérieux, quoi. On sait pas ce que ça veut dire. Tu fais un peu d'immobilier, t'es quoi? T'es agent immo? Non, je fais de l'investissement. On comprend pas. Journaliste à France 2. C'est clair. Là, puis en plus, tu as l'aura de la télé, tu sais, c'est waouh.
moi, je l'ai vu pendant longtemps, ça, parce que quand j'étais directrice des magazines, que on avait, par exemple, pour le Festival de Cannes, les plus grosses émissions sur la Croisette, où voilà, tu dis. J'ai travaillé pour TF1, M6, TPS, Canal+, BFM TV, TV5 Monde, etc. Là, tout à coup, tu vois, tu en imposes. Mais ma question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est ça que tu as envie de créer avec les gens qui t'entourent? Est-ce que c'est ça que tu as envie de mettre en avant? Est-ce que c'est ça qui donne du sens à ta vie? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie d'avancer? Moi, ma réponse, je la connais, c'est non, c'est pas ça. C'est non, ouais. Non. Ouais. Bah oui, donc ça, on voit bien que tu as eu un process quelque part dans ta vie où tu t'es complètement ouverte à une forme de spiritualité, là où tu viens d'une famille très cartésienne. Et il y a peut-être eu un déclic quelque part avant justement de suivre un chemin tout tracé, d'aller dans le monde de la télévision et t'enfermer. C'est vrai que tu le dis dans ton livre à un moment donné, les titres claquaient sur mes cartes de visite, en français d'un côté, en anglais de l'autre. J'en imposais même à moi-même. J'avais l'impression d'être importante. Je me mentais. Donc t'es rentré un peu les deux pieds dans comment on peut construire une vie qui peut être idéale, parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'aller dans cette vie idéale et parfaite? Qu'est-ce qui s'est passé à 10 ans ce petit grain de sable qui aujourd'hui a quand même changé beaucoup de choses dans ta vie? Oui, tu as raison, c'est vraiment un grain de sable, parce que je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la puissance que ça aurait finalement dans ma vie. À 10 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une EMI, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Donc en gros, je suis morte et je suis revenue. Je me suis arrêtée de respirer. Les médecins, pendant 3 ans, ont voulu ensuite étudier mon cerveau, ce qui était moyen sympa, hein. Je te cache pas, quand t'es enfant, quand t'as envie d'être tranquille et puis qu'on te met des électrodes. Ouais. Oui. Mais bon, après, ça a fait partie de ma vie. Et puis après, si tu veux, j'ai oublié ça parce que dans ma famille, on a balayé ça d'un revers de main en disant comme une maladie que j'avais eue en fait. Et boum, on passe à autre chose. Ok. Et donc, je suis passée à autre chose. Et j'ai fait, parce que je suis une bonne élève, je suis, la petite fille modèle. En tout cas, j'étais. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire fais des très bonnes études, décroche un gros poste dans une grosse boîte, marie-toi, fais des enfants, etc. J'ai fait tout bien. Tout. J'ai coché toutes les cases qu'on dit qu'il faut avoir coché pour être heureux dans sa vie. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se fait que, ayant tout coché, ayant tout fait bien, mais je ne ressens pas ce bonheur intérieur. Voilà, à partir de là, j'ai commencé à tout déconstruire. C'était il y a combien de temps que tu as eu ce sentiment? Enfin, t'avais quel âge quand tu as eu ce sentiment que le bonheur que tu voulais atteindre, finalement, n'était pas la définition du bonheur idéal? Je crois que j'avais 30 ans. C'est à la naissance de mon deuxième enfant. En fait, je sais pas, ça m'a complètement tout bouleversé dans mes priorités de vie, dans le sens de la vie. Et puis en parallèle, je vivais de plus en plus en fait d'expériences qu'on pourrait qualifier de paranormales. Et qui allaient complètement à l'encontre de tout ce qu'on m'avait appris et de tout ce dans quoi on m'avait formaté. Et c'est là où je me suis dit, ok, être dans le format, ça ne marche pas. et d'ailleurs, bon, en tout cas, ça ne marche pas pour moi, parce que voilà, je n'ai pas le bonheur que j'attendais d'avoir. Et puis, ça ne marche pas non plus de ce que je vois autour de moi pour les autres. Parce que en télé, en tout cas au boulot, on va dire, dans le professionnel, je voyais énormément de gens qui arrivaient, qui étaient le matin en train de mourir à côté de la machine à café, alors que moi je m'imaginais la télé entre ouais, allez on avance, plein d'artistes, la liberté, etc. Bon, c'était pas du tout ça. C'était vraiment des gens qui étaient là, je vais avoir telle réunion, et puis ensuite je vais devoir faire ça, et ça va être ça. Je me suis dit, waouh, est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre toute ma vie? Est-ce que j'ai envie de vivre toute ma vie ces comités de direction dans lesquels je suis la seule femme, entourée uniquement d'hommes qui
alors pas tous, hein, mais bon, pour certains, en tout cas, veulent montrer qu'ils ont la plus grosse et voilà, et que c'est comme ça qu'ils avancent. Je me suis dit, c'est pas quelque chose qui donne du sens à ma vie. Il manque de la sensibilité, il manque de l'humanité, il manque des rencontres, j'allais dire, flamboyantes, mais pas flamboyantes dans le sens paillettes, etc. Parce que ça, je le vivais déjà. Parce que on faisait énormément d'émissions, je voyais passer beaucoup de monde sur les émissions, j'en interviewais moi aussi beaucoup. Donc, pas ce côté-là, mais plutôt le côté flamboyant de... Tu sais, c'est ce film-là, Into the Wild, de Sean Penn. Ouais. Tu connais ? Oui. Je sais pas, on est dans l'ouverture, quoi, en fait. Et puis, on se rend compte que on a besoin des autres, qu'on a besoin de partager, qu'on a besoin de choses beaucoup plus profondes, qu'on a besoin de retrouver cette interconnexion entre les gens. Voilà, il manquait ça. Mais tu sais, dans ce que tu dis, moi, que ce soit la télévision ou n'importe quel métier, oui. Même s'il y a des paillettes, au final, c'est un métier avec des obligations. Et peu importe dans quel milieu on bosse, évidemment que comparé à l'usine, il y a plus de paillettes dans la télé. Bien sûr. Mais néanmoins, il y a des réunions, il y a des objectifs, il y a des horaires. Pour ça, enfin, moi, là, j'ai pas mal de télétravail, mais mine de rien, il y a quand même un plan à suivre. Donc, tout devient une habitude après. Et là, ce que j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est connecter à qui on est vraiment, à ce qui nous fait vibrer, plutôt que de rentrer dans ces moules qui, en plus de l'extérieur, paraissent bien, mais de l'intérieur ne nourrit pas du tout, en fait, potentiellement la personne qu'on est vraiment au fond. Et puis, tu sais, tu connais ces milieux-là comme moi, mais être avec des gens qui ont oublié leur part d'humanité, pas pour tous, mais pour une grande partie, parce que ce sont des milieux où il y a énormément d'ego. On est dans l'image, donc il faut plus paraître plutôt que être. Ça déconnecte vraiment de plein de choses. Et tu disais, ben voilà, c'est peut-être plus... ça paraît plus simple que pour un ouvrier. Voilà. Bien sûr que dans le quotidien, on va dire, ça va être moins fatigant physiquement. Ouais. Mais sur le plan mental, sur le plan parfois de la toxicité, sur le plan tu vois, du manque de solidarité, des choses comme ça, bah ça c'est pas bon. Ouais. Alors je pense pas que je l'ai noté, mais t'en parles à un moment donné dans le livre. T'en parles dans le livre, hein, des personnes toxiques, mais du coup là je vois quelque chose qui me mène un peu à ça. Page, on s'en fout de la page. Alors oui, est-ce que tu peux me redonner la page s'il te plaît, que j'aille vérifier si t'as bien bossé. Non, mais c'est vrai que c'est pour me retrouver, mais du coup j'ai pas besoin de... J'adore. C'est extrait d'un livre, il me semble, les 3 choses qui nous rendent malheureux. Et c'est la colère, la jalousie, le désir. Ouais. T'en penses quoi de la colère, la jalousie et le désir ? Parce que ça me fait penser à ce que tu viens de dire, en fait, dans le monde. La colère envers les autres, la jalousie envers les autres, le désir envers les autres. Dernièrement, à la même place que toi, dans cet appartement, il y avait un jeune homme qui s'appelle Johan, qui est un grand voyageur. Oui. Et qui a fait une retraite Vipassana, et où il m'expliquait que le désir, c'est ce qui... Alors il le dirait bien mieux que moi, parce que ça venait de lui, mais c'était l'apprentissage de Vipassana, d'arrêter de désirer les choses. J'arrive pas, tu vois, je me perds. Je vois ce que tu veux dire. Tu vas sûrement donner des choses bien plus intéressantes que moi. Pas du tout. Je suis en train de patauger. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Oui. Alors déjà, je suis très contente d'être dans le même fauteuil que Johan, parce que comme ça, il me donne des bonnes ondes de voyage. Tu vois, j'ai envie de partir en voyage en ce moment. Comme je te dis, je travaille trop. Et voilà. Donc, merci, Johan. Ensuite, qu'est-ce que j'en pense ? La colère, la jalousie et le désir. J'ai vécu les 3, et dans les 2 sens. C'est-à-dire que
Alors, la colère, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être aussi un moteur, ça peut être aussi quelque chose de positif, quand elle n'est pas liée, en effet, à la jalousie. La jalousie, je l'ai beaucoup vécue dans le milieu de la télé, parce que, surtout quand on est une femme, je sais pas comment ça se passe quand on est un homme, mais quand on est une femme, t'as beaucoup de femmes qui ont envie d'avancer, de bouffer les autres, etc., je sais pas, pour briller plus aux yeux du mâle dominant, on va dire. Moi, je me suis souvent extraite de ça parce que j'ai horreur de ça. Je déteste la jalousie, mais vraiment, c'est un truc qui me... Toi, t'as jamais ressenti de la jalousie envers des gens ? Si, mais pas professionnellement. J'ai ressenti de la jalousie, par exemple, quand j'étais en couple, si c'était une nana qui lorgnait sur... Ah oui. Voilà, là, j'ai ressenti de la jalousie, mais non, sinon, je suis pas quelqu'un de jaloux foncièrement à l'intérieur de moi. Par contre, je l'ai beaucoup vécu inversement, et depuis toute petite. Parce que j'étais une petite blonde, on disait toujours la petite blonde, etc. Bon, et du coup, ça mettait mal d'autres. Et du coup, je me suis beaucoup mis, moi, en retrait, et je me suis beaucoup empêchée aujourd'hui on dit de briller, mais parce que ça me faisait du mal, la jalousie. La jalousie des autres, vis-à-vis de moi, m'a fait du mal, et me fait du mal, parce que je comprends pas, que je te dis, dans cette optique de solidarité, d'interconnexion, etc. C'est quelque chose qui vient me heurter, mais quand je te dis heurter, c'est très profondément. Vraiment. Enfin, dans mes cellules, dans tout, quoi. Bref. La jalousie et le désir. Ouais. Le désir, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui me semble être juste. J'en parlais la dernière fois avec Alexandre Jolien. Tu vois qui c'est, Alexandre Jolien ? Non. Ouais. Non, tu vois pas ? Je devrais. Tu sais, c'est un philosophe qui est handicapé depuis la naissance, et qui de fait a fait c'est un mec génial. Tu pourrais l'interviewer un jour. J'irai voir. C'est un super... Ouais. Et lui me disait quelque chose de très juste. Le désir, ou tout ce qu'on fait finalement dans la vie, c'est juste être là. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer dans le quotidien, c'est-à-dire être vraiment dans le moment présent. Tu vois, là, par exemple, on a chacun nos soucis, on a chacun notre vie, on a chacun nos rendez-vous ensuite, etc. Enfin, peu importe. Mais on passe un moment ensemble, on est bien, on est sur des canapés confortables, on est dans un environnement que tu aimes et que je trouve cosy. C'est vraiment se rattacher en permanence à tous ces moments-là qu'on vit. Et pour moi, c'est ça le plus important, en fait, dans la vie aujourd'hui. T'arrives à connecter à ce moment présent quasi quotidiennement De plus en plus. Parce que je me suis énormément entraînée à ça. Parce qu'on dit, il faut être dans le moment présent. On a l'impression que c'est hyper simple, mais non, c'est super compliqué. Parce que à chaque fois, on a toujours nos pensées, soit qui partent dans le passé, en se disant j'aurais dû faire ça. Donc ça peut être les regrets ou la nostalgie, voilà. Et soit tu vas avoir tes pensées qui partent dans le futur, soit avec des peurs, des angoisses, ou aussi peut-être des rêves, des objectifs. Mais tout ça, en fait, ni le passé ni le futur n'existent. Donc vraiment, à chaque fois que j'avais mon esprit qui partait loin, je le ramène à chaque fois en me disant non, on est là. Remets-toi dans le moment présent. Et ça, je l'ai fait, mais systématiquement, pendant des mois. Et aujourd'hui, j'y arrive vraiment bien. Et ça rejoint ce que j'ai vécu quand j'ai vécu cette expérience de EMI à 10 ans, où j'avais ce sentiment d'être, outre cette interconnexion entre les gens, c'est pour ça que je n'arrête pas d'en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui me ramène à ça, parce que ce sentiment que j'ai ressenti, c'était vraiment une sérénité, mais de fou. Un truc où tu te dis... t'es tellement bien. Et là, t'as plus rien qui existe. Hein. La colère, la jalousie, le désir, c'est des poètes. Et donc, ce sentiment d'interconnexion. Et au-delà de ça, cette impression qu'il n'y a ni espace, ni temps. Vraiment. Je me souviens parfaitement aussi de ce... Comment dire ?
comme si tous nos sens étaient exacerbés. Que tu pouvais voir à 360 degrés, que tu entendais en fait parler autour de toi, mais tu n'entends pas parler, c'est comme de la télépathie en fait. Ouais. Donc tout ça, c'est un vécu que j'ai eu et puis qui s'est traduit ensuite par énormément de ressentis et d'expériences au cours de ma vie et ensuite, comme je te le disais, qui sont un petit peu paranormales. Moi, je l'ai vécu par le ressenti. Après, en bonne journaliste, j'ai cherché à entre guillemets enquêter, comprendre tout ça pour moi, hein, pour essayer d'avancer. J'ai aussi pratiqué. Enfin, j'ai vraiment essayé d'ouvrir la palette à fond. Et je me suis rendu compte que la physique quantique venait parfaitement expliquer le ressenti que j'avais eu à mes 10 ans, comme ça, de ni espace ni temps. Alors pourquoi s'emmerder avec des pensées dans le passé, des pensées dans le futur ? Ouais, oui. Bah, alors dit comme ça, effectivement, ça paraît relativement simple et je pense que la méditation amène à retrouver ce calme intérieur on est là et les pensées passent comme des nuages, mais finalement on n'attache pas de désir ni de résistance face à ces nuages qui passent. Et pour la pratiquer, en tout cas, je vois que ça marche. Maintenant, le faire au quotidien, j'avoue, des fois, c'est pas toujours évident. Toi, ça a été un peu la crise de la trentaine. Enfin, crise de la trentaine, moi, oui, moi j'ai fait une crise à toutes les années, donc c'est quand tu dis que c'est à 30 ans, à la naissance de ton deuxième garçon, bah, c'est vrai que ça a été, la 30 ans a été un nouveau chapitre de ta vie. Quelles ont été les choses comme ça qui sont manifestées à toi ? Tu parles beaucoup dans ton livre de l'invisible. À la fin, je crois que c'est même la leçon 12 où tu dis, alors je vais paraphraser, mais ouvrez-vous à l'invisible et la vie sera magique ou un truc comme ça. Enfin, tu le dis mieux que moi, mais il y a cette idée que si vous faites confiance comme ça. à l'invisible, il se passera des choses. Ouais. En fait, si vous, peut-être même si vous êtes sceptique, hein, encore une fois, de vous dire, mais qu'est-ce qu'il y aurait de plus grand ? Oui. On s'en fout qu'on soit sceptique ou pas. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui sont dans l'ouverture. J'ai plus de mal avec les gens qui ont des idées très cadrées, tu vois. Voilà la vérité, boum, je te la donne en package, et puis tu dois rentrer dans cette vérité-là. Bon, après, ce sont des gens qui, la plupart du temps, projettent leur propre peur sur toi et sur les autres, d'ailleurs, et qui se sont enfermés dans des croyances limitantes, des peurs qui leur ont fait créer un monde, en fait, autour d'eux, avec des sortes de barrières, de protection, voilà. Ça, pour moi, c'est les gens qui, justement, vont à l'encontre de... c'est les gens qui vont être dans la haine par rapport à telle ou telle personne. C'est les gens qui vont être dans la discrimination pour quelque raison que ce soit. Hein. Ça peut être... peu importe, hein, ta couleur me revient pas, ou t'es malade, je veux plus te parler, ou tu vois, ou peu importe, les discriminations au sens large. Pour moi, c'est vraiment s'enfermer dans des schémas. Ce que j'aime, c'est les gens qui sont ouverts. Alors après, tu peux avoir ta propre opinion sur les choses, hein, mais bien sûr, chacun a sa propre vérité, sa propre opinion, mais écoute un petit peu ce qu'il y a autour de toi. C'est ce que je prends souvent comme exemple, Edison, quand il a inventé la lumière. Si au XVe siècle, on était venu dire au gars, bon ben voilà, tu vas appuyer sur un bouton, tu vas allumer la lumière chez toi, et la lumière fut, hein, et ben, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On l'aurait pris, on l'aurait mis sur le bûcher, hop, on va te mettre un peu de lumière, on t'enflamme, tu vas la voir la lumière, et voilà, c'est comme ça qu'on résout les problèmes, tu vois. Et aujourd'hui, il y a encore cette façon-là de résoudre les problèmes sur plein de trucs, hein. Si tu vas regarder ça de façon hyper basique, alors les gens, tu sais, ils sont ils passent en télé, ils font des grands débats sur les trucs avec des grandes idées, etc. Mais le fond du truc, c'est quoi ? C'est que comme dirait un ami à qui j'ai parlé il y a peu de temps, t'as juste besoin d'un verre de lait, d'un cookie et d'un câlin. Tu vois, on en est tous là. Ouais, oui, bah de la douceur. Ben oui. De la douceur. Mais ce que tu dis là, moi, j'ai l'impression que c'est mon quotidien aussi, d'être face à des gens, même au boulot, où on a beau, encore une fois, on revient sur la télé, mais sur le côté où le monde est ouvert, il y a des cartésiens dans le monde de la télé, même aborder quelque chose de spirituel,
Enfin, j'ai mon boss que j'aime beaucoup, hein, c'est un pote pour le coup, mais on discute de tout ça. Il sait que je fais de la numérologie, il sait que j'ai un podcast, il sait que je fais des retraites chamaniques. Par contre, je sais qu'il ne croit pas du tout. Il est curieux de me laisser parler. Oui, mais par contre, il va toujours me contrebalancer en quoi c'est faux. Et en quoi c'est mon esprit qui crée tout ça. Et c'est pas évident, parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à expliquer. Alors, ça arrive que lui, d'ailleurs, n'arrive pas à expliquer. Quand je lui dis quelque chose, il va chercher à... Quand je fais une séance de numérologie, j'en fais quelques-unes. J'ai été formé à la numérologie il y a 2 ans. Et je veux pas en faire mon métier, je le fais pour le plaisir. Donc, tous les mois, j'ai quelques créneaux, mais il faut vraiment que ce soit... J'ai envie d'apporter, j'ai envie de prendre du plaisir et que ce soit vraiment un échange à 2. Super, tu me feras une séance. Je suis vraiment dans cette optique-là, tu vois. Je sais que tu en parles dans le livre un peu de la numérologie et de la symbolique des nombres. Et je tire toujours une carte. La numérologie, pour moi, c'est assez carré. Date de naissance, prénom, nom. En soi, je suis un peu une règle précise. Je tire une carte. La carte, je ne sais pas pourquoi. Donc je fais une petite méditation, je vais me concentrer, instant présent, juste avant de faire la séance. La carte est toujours d'une justesse, mais même moi, je ne comprends pas. Et je me sens bête à justifier la carte alors qu'il n'y a rien à justifier. Des fois, elle ne me parle pas, et je suis là, mais t'es bête, tu le fais pour l'autre. Donc évidemment qu'elle ne te parle pas, la carte. Et c'est, la dernière fois, je tire une carte, culpabilité, je ne comprends pas. Un enfant pleure. Dans la rue, ça pleure. J'étais un peu en retard, donc vraiment méditation de 2 minutes. Hein. Je tire la carte, enfant pleure, bim, on y va. Je fais la séance avec la jeune fille. On papote. Il n'y a rien qui ressort de culpabilité. Souvent, la carte ressort dans la numérologie, ça va être le problème ou la solution. Là, je vois pas. À la fin, j'ai dit, bon, j'ai tiré une carte. Mais t'inquiète pas, hein, peut-être que c'est des bêtises. Voilà, le hasard n'a pas été bon cette fois-ci. Je lui montre la carte. Et elle me dit... Oh, en fait, on l'a évoqué dans la numérologie, mais je te l'ai pas dit. Mais en fait, j'ai avorté de 2 jumeaux. Je culpabilise comme pas possible et je pars faire une retraite pour régler ça dans 2 semaines. C'est mon problème du moment. Et elle me parle d'un podcast qu'elle a enregistré où elle parle de son histoire. Et elle dit, ça m'a perturbée parce que quand je parle de mes jumeaux, il y a un enfant qui pleure. Et là, mais je dis, mais moi, culpabilité, j'entends aussi un enfant qui pleure. Mais en fait, on peut dire que c'est du hasard, mais c'est bizarre, en fait, que tout se relie, que tout soit très net. Moi, j'ai pas un enfant qui pleure dans ma rue tous les 4 matins. Ou... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. C'était bizarre, en fait, que tout ça soit lié. Parce que moi, j'avais oublié l'enfant qui pleurait. C'est quand elle m'en a parlé que j'ai fait le rapprochement. Et je me rends compte que plein de fois, quand je tire la carte, il y a des choses bizarres, des ressentis que je veux pas entendre parce que je vais me trouver trop perché. Je vois très bien ce que tu veux dire. En quoi, toi, t'as accepté le fait d'accepter les signes et de vivre pas trop perché? Ça s'est fait progressivement. Alors moi j'ai eu je ne sais combien d'ouvertures. Je ne sais pas si c'est parce que je suis journaliste qu'on s'est dit tiens, sont dit là-haut ou je ne sais où, tiens, celle-là on va lui faire tout tester comme ça, elle sera en capacité d'en reparler autour d'elle. En tout cas, ça s'est manifesté et ça fait écho en fait à ce que tu viens de dire. J'ai commencé à avoir des lumières autour des gens. Ça, c'était le premier truc. Ensuite, je voyais des choses écrites sur le front des gens, ou des dessins, ou des trucs comme ça. Jamais je n'en parlais, parce que je me disais, on va me prendre pour une folle. Et en plus, de la même façon que toi, ce que je vois, c'est des choses qui, à moi, ne me parlent pas. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, probablement, on fait passer à la personne des signes qui lui parlent à elle seule. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à oser en parler aux personnes en face, à chaque fois, systématiquement, c'était en lien avec leurs problématiques du moment, où ça leur apportait une solution, ça leur donne un chemin, etc. Donc maintenant, j'ose en parler. Je vois des choses sur les gens qui vont leur arriver. Bon, pareil, moi, j'y croyais pas du tout. Moi, longtemps, je me suis dit, c'est mon imagination. Et puis, je suis très créative. Parce qu'on me disait toujours, tu as beaucoup de créativité. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses, justement, entre la créativité et une réalité. Moi, la réalité, c'est que avec tous ces trucs-là, j'ai eu des preuves, mais j'ai eu besoin d'avoir
énormément de preuves pour me dire, ok, il y a quand même une part de vérité là-dedans. Quand je vois des gens qui sont morts, je savais pas que c'était des gens qui étaient morts. Moi, tu vois, je vois des gens, on entend parler, etc. J'ai, par exemple, dans le genre de preuves que j'ai pu avoir, ça a commencé avec des gens que je connaissais, hein, tu vois, des amis sur qui je voyais une personne qui venait leur parler. Mais je savais qui est cette personne, parce que c'est comme si on me dit, tiens, c'est son père, tu vois, par exemple. J'ai une de mes amies, typiquement, on m'a fait passer un message, donc son père m'a fait passer un message, et moi, face à moi-même, j'ai pu vérifier les choses, parce qu'en fait, elle est allée chercher la photo de son père que je ne connaissais absolument pas, j'avais jamais vu de ma vie, d'autant qu'il s'était suicidé quand elle était petite. Okay. Donc forcément, je pouvais pas l'avoir rencontré. Et lorsqu'elle m'a montré la photo, j'ai dit, waouh, c'est exactement la personne que je vois dans ma tête. Mais tu le vois tu vois, donc pour moi, c'était très bizarre, quoi. Moi, je vois très clairement. En fait, je vois les gens comme je te vois toi, en fait. Oh, c'est fou. Ouais, c'est assez perturbant. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, je voyais soit la personne de dos, soit je voyais en zoom sur un endroit de la personne. Tu vois, ça pouvait être un zoom sur son œil. Pendant longtemps, j'ai pas réussi à dézoomer. Ou j'arrivais pas au début à parler ou à entendre. Et petit à petit, en fait, tout ça s'est ouvert par plein de biais différents. Donc je vois en effet des gens qui sont morts, je vois, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai du magnétisme. Juste pour revenir sur les gens qui sont morts, parce que tout le monde n'accepte pas ça, dans le livre tu as un exemple qui justement m'avait touché, c'est un ami où sa maman est décédée, où tu lui as fait une lettre pour lui dire... un ami qui s'est confié à toi, tac, je sais plus où c'est, un ami qui s'est confié à toi, qui n'avait pas l'habitude de se confier. C'est pas un témoignage, je sais que tu as des témoignages aussi dans ton livre, où tu as envoyé une lettre et lui a très mal reçu. Il a dit n'oublie, ne me dis plus. Est-ce que tu peux juste raconter ça, parce que c'était une fermeture. Mais quand j'ai lu ça, en fait, moi je m'attendais. Tu vois, un peu, tu racontes ça, t'as passé un message, la personne s'est reconnue, c'était magique, c'était beau, c'était Disney. En fait, quand j'ai lu la réponse qu'il t'a dite, mais en fait, non, on n'est pas du tout dans Disney. Là, en fait, ça arrive avec, mais ça arrive heureusement très peu, avec des gens qui sont particulièrement fermés et qui n'ont pas envie, en fait, que de se dire qu'il peut y avoir une vie après la mort, et qui aiment être ultra cadrés, qui vont être dans le rejet total. Donc, par exemple, typiquement avec cet ami-là, je lui ai fait passer un message de la part de sa mère, et lui s'est retrouvé dans un flip terrible, et cet ami-là, en fait, c'est un ami pied noir qui a vécu la guerre d'Algérie, et voilà, et donc des choses pas très sympas, où il a vu ses amis se faire zigouiller pendant la guerre là-bas. Et donc sa plus grande peur, en fait, est liée à ça, on va dire, à la guerre d'Algérie, etc. Et donc moi, quand je lui ai fait passer ce message-là, il m'a dit « Christelle, si tu deviens islamiste, je vais te dénoncer à la police. » J'ai dit mais enfin bon, ça partait dans tous les sens, tu vois. C'est tout un mélange dans ma tête, où je me dis, les gens parfois projettent leurs peurs les plus profondes. C'est même pas parfois, c'est souvent sur toi. Et là, j'avais touché un point sensible, parce que je lui ai dit des choses, donc, sur sa mère, qui correspondaient au discours de sa mère. Et ça lui a fait peur, voilà. T'as touché ses croyances quelque part. Ouais, c'est ça vient ébranler le château bien ordonné, et bien avec ses grilles, tu sais, autour, que tu t'es construit. Donc voilà, ça arrive aussi, tu vois, des choses comme ça. Mais la plupart du temps, les gens sont très réceptifs et très gentils. Comment on fait pour... justement accepter cette unicité? Comment on fait? Comme toi, tu as eu un parcours où tu as essayé plein de choses, tu as voyagé, tu as tout vérifié. Quand tu avais des pensées, je sais que tu as tenté de communiquer avec des gens connus, décédés, et tu vérifiais ensuite sur Google, etc. pour voir si c'était juste. Tu as été dans cette recherche, en tout cas, de comprendre qu'est-ce que tu ressentais et de le valider pour voir si c'était vrai.
Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui a envie de développer cette sensibilité-là, ou qui ressent une sensibilité, mais qui a peur justement de paraître un peu fou ou folle? Le plus important pour moi, c'est d'abord d'avoir un bon ancrage. Pour pouvoir être en capacité de devenir un canal, on va dire, on va appeler ça un canal, parce que c'est vrai que c'est des informations qui nous traversent. Tu vois, typiquement, moi par exemple, quand les informations m'arrivent, je suis incapable de te les redire 5 minutes après. C'est comme si ça m'avait traversé et c'est pas pour moi. Donc si je le dis pas tout de suite ou si je l'écris pas tout de suite, c'est mort, tu l'auras pas. Donc être bien ancré pour ne pas partir complètement dans des délires, ce qui a toujours été ma peur d'ailleurs. Je dis toujours, les gens qui sont en blanc en train de faire Hare Krishna dans le jardin, ça me fait vraiment flipper. Et je veux pas être sur ce chemin-là. Donc, être bien ancré par plein de techniques différentes. Ensuite, apprendre à lâcher prise. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important, c'est-à-dire lâcher prise sur le mental. Parce qu'on a tous ce petit juge intérieur qui vient nous dire dis donc, t'es pas en train de devenir schizophrène, dis donc, qu'est-ce que tu fais là, dis donc, on va te prendre pour un fou, enfin, tu vois. Donc lâcher ce petit juge intérieur. Et ça, c'est le plus gros du travail parce que... T'as une technique, t'as un truc, enfin une technique, tu sais, le mec qui est dans le fer. Non. Comment on lâche le mental? Écoute, moi, ma technique, elle a juste été par le ressenti, c'est-à-dire que on m'a forcé à lâcher prise. Parce que j'étais quelqu'un de très contrôlant. Tu vois, j'avais des gros postes donc en entreprise, je gérais des équipes, tu vois, d'une centaine de personnes. Je croyais que pour faire ça, il fallait être contrôlant, tu vois, très organisé, machin. Bon. J'ai compris aujourd'hui que c'est tout l'inverse. Enfin, c'est tout l'inverse. Pas non plus partir dans un truc totalement désorganisé. Mais apprendre à faire confiance à la vie. Apprendre à naviguer en fonction des imprévus. Apprendre à avancer avec son intelligence émotionnelle en plus de son intelligence pure. Accepter de te dire que tu fais de ton mieux, mais après tu acceptes que l'univers fasse aussi sa part du chemin. Ça, c'est le plus compliqué parce qu'en fait, quand on fait de son mieux, on veut le résultat tout de suite, on veut que ça se passe comme ça et que ça ne sorte pas de ton cadre que tu t'es créé et de ton objectif que tu t'es fixé. Alors que la vie, en t'amenant un imprévu ou en t'amenant une rencontre ou en t'amenant plein de choses, si tu es à l'écoute, te met sur la piste, te met sur le juste chemin pour toi. Quand on est dans des grosses boîtes ou des petites boîtes, peu importe, en tout cas, quand on est dans le stress du quotidien, on fait plus attention à tous ces signes que nous envoie la vie. Et la vie nous en envoie, mais en permanence. En permanence. Sur ton chemin, tu vas avoir des choses, si tu écoutes, que tu es dans un resto et que tu entends parler à côté, tu vas voir que possiblement ça va répondre à une interrogation que tu te poses dans le moment. Ça peut être une image que tu vois dans la rue en passant, ça peut être plein de choses. L'année dernière, quand je suis partie, quand j'ai eu un trop-plein de spiritualité, je suis partie en Inde. C'est un peu, comme je dis souvent, un petit peu bizarre d'aller en Inde quand il y a un trop-plein de spiritualité. Bref. Et la personne qui a répondu à cette question, qui a permis de résoudre des questionnements que je n'arrivais pas à enlever de ma tête le mois qui précédait, ça a été celle qui avait la guest house, qui se baignait au coucher du soleil, c'était mon premier jour, qui m'a vu débarquer, qui ne savait pas d'où je venais, qui j'étais, enfin elle savait d'où je venais, mais elle ne savait pas qu'est-ce que je faisais en Inde. Et elle m'a croisé en train de se baigner et elle me dit, mais comme ça, il n'y avait aucune raison qu'elle me dise ça. Elle me dit, j'ai quitté un gourou il y a quelque temps parce que j'ai compris que les réponses étaient en moi et qu'il fallait arrêter d'opposer les choses. Il ne s'agit pas du blanc ou du noir ou du mal et du bien, mais juste de trouver sa justesse personnelle. Là où moi, l'année dernière, il y a un an pile, j'écoutais tous les podcasts qui démontaient la spiritualité
Et les gens avaient peur autour de moi, on me disait mais t'es fou, enfin redeviens un peu perché quand même, parce que là t'es vraiment à tout arrêter, les cartes c'est fini, la sauge, écouter son intuition c'est des conneries, les signes ça n'existe pas, enfin il y avait un truc. Et là, de tomber sur une personne qui ne me connaît pas et qui me balance cette phrase sans aucune raison, on se baigne au coucher du soleil. Je veux dire, elle aurait pu me demander qu'est-ce que je venais faire, ou d'où je venais, et qui je suis, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Enfin, elle aurait pu poser 10 000 questions. Non, c'était la question, enfin, c'était l'harmonie intérieure. Et arrêter d'opposer les choses. Donc, la spiritualité n'est ni mal ni bien. Cartésien, c'est ni mal ni bien. C'est finalement l'harmonie et la justesse dans son équilibre personnel. Ça avait fait un bien fou. Ça m'étonne pas, mais tu sais, on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est juste. Si tu restes centré, aligné avec toi-même et que tu as des problématiques, quelles qu'elles soient, hein, ça peut être des problématiques personnelles, professionnelles, enfin peu importe. Apprends justement cette forme de lâcher prise pour t'ouvrir à ce que va t'apporter la vie, ce que va t'offrir la vie sur un plateau, pour te faire comprendre ce sur quoi tu es en train de travailler. Alors ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être, tiens, en ce moment j'ai des problèmes d'argent, comment je fais ? Mais ne te concentre pas sur l'argent. L'argent, ça n'est qu'une énergie. Donc concentre-toi sur plein d'autres choses, sur ta valeur, ton ressenti par rapport à ta valeur, sur tes conditionnements par rapport à ta vision de ce qu'est l'argent dans la vie. Vraiment, ce lâcher-prise, c'est hyper important. Moi, j'ai vraiment été poussée à ce lâcher-prise, mais de façon un peu violente, par ce que j'appelle des TP. En fait, des TP. La vie m'a mis des travaux pratiques. À chaque fois que sur le chemin, à chaque fois que je découvrais quelque chose, ou que, tu vois, j'étais réfractaire à quelque chose, ou on m'a vraiment envoyé un événement de vie, souvent un peu violent, pour me donner un coup de pied aux fesses en fait, et me faire réaliser les choses. Est-ce que ça peut être l'accident que ton fils a eu? Par exemple, ça en fait partie? Oui, ça en fait partie. C'est justement ce passage-là qui m'a beaucoup ému. J'ai senti la détresse d'une maman finalement qui a tout donné pour son enfant, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Okay. Vraiment, ce passage-là. Oh, merci. En tout cas, moi, c'est sûr que forcément, ça m'a touchée. C'est typiquement ça, l'accident de mon fils. C'est arrivé peut-être 4 mois après que j'ai découvert que j'avais du magnétisme. Comment j'ai découvert que j'avais du magnétisme? Pendant 3 mois, j'ai eu des fourmis dans mon bras gauche. Alors quand tu regardes sur internet, ils te disent vous allez faire une crise cardiaque. Ok. Bon, sauf que quand j'approchais d'une plante... Faut pas regarder sur Doctissimo. C'est ça. Non, c'est fini internet. Quand j'approchais d'une plante ou quand j'approchais d'une personne, j'avais plus de fourmis. Donc c'était très bizarre. Bon. Et on a mis des magnétiseurs. La vie a mis des magnétiseurs et des énergétiseurs sur mon chemin, alors que jamais de la vie je m'étais intéressée à ça, tu vois, avant. Ensuite, par contre, je m'y suis beaucoup intéressée. Je suis partie à l'étranger. Je suis allée dans des pays, différents pays, notamment à Bali, où j'ai travaillé ça avec des guérisseurs qui m'ont appris des techniques, etc., etc. Bon. Et puis, TP. Mon fils a ce grave accident. Donc qui on a cru qu'il allait mourir, et puis ensuite qu'il allait finir paraplégique en montagne, ouais, et donc pendant 4 mois il était en fauteuil roulant ensuite, et moi je passais toutes mes nuits, parce qu'il souffrait beaucoup, je savais pas quoi faire d'autre en fait, hein. Je passais mes nuits à passer mes mains sur tout son corps. C'est ce que je ressentais. Et ce qui était bizarre, c'est que lui qui était allergique à la morphine, tout ça, qui souffrait beaucoup, à chaque fois que je faisais ça, après, le matin, il me dit, enfin quand il se réveillait en tout cas, c'était pas toujours le matin, il me disait « Maman, c'est bizarre, je n'ai plus mal ». Donc c'est là où je me dis en fait que c'est dommage qu'on n'allie pas dans nos pays occidentaux. Bon, on commence à le faire un peu plus, hein, dans les hôpitaux ou des choses comme ça, où on a les coupeurs de feu qui viennent aussi aider pour les grands brûlés. On a parfois des énergétiseurs qui viennent. Je trouve que c'est vraiment complémentaire à la médecine traditionnelle.
Et puis, ça fait partie de cette idée de prendre en compte non seulement le corps, mais aussi l'âme, le cœur, l'esprit. Voilà, ce qu'on fait beaucoup plus dans les pays orientaux. Tu vois, aujourd'hui, en ayant avancé presque sur une quête personnelle de te trouver quelque part et de t'accepter avec toutes tes capacités extrasensorielles, je dirais, t'as le sentiment d'être heureuse ? Ouais. T'as trouvé le bonheur que t'avais perdu à tes 30 ans quand, justement, qui suis-je, quand j'ai coché toutes les bonnes cases ? De plus en plus. Alors, je suis pas encore aboutie parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie et que j'ai pas encore réalisées. Mais par contre, je me sens de plus en plus alignée, de plus en plus juste. Je m'en faisais la remarque hier, je déjeunais avec un ami et je lui disais, ce qui est étrange, comme sensation que j'ai en ce moment, c'est comme si je redevenais la petite fille que j'étais. Que tout ce que j'avais vécu au milieu, en fait, n'avait plus l'importance, toute l'importance que j'avais pu y accorder. Et c'est comme si je redevenais la petite fille que j'étais, mais sans les traumatismes. Sans les douleurs que j'ai pu avoir, sans les choses que j'ai pu traverser, sans les choses qui ont pu être aussi des douleurs d'enfance un peu violentes. Aujourd'hui, je me sens réunifiée. Donc en ça, je peux te dire que oui, c'est une forme d'apaisement profond, de bonheur, et de bonheur, oui, mais c'est un grand mot. En tout cas, je me rends compte qu'aujourd'hui, tout ce que je vais construire et tout ce que je construis à partir de maintenant, c'est pour moi quelque chose de juste, c'est pour moi quelque chose d'aligné. Et je sais qu'il y a vraiment des belles choses qui m'attendent parce que je suis juste. Avec moi-même, avec les autres, avec le monde. Voilà. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Peut-être ça, hein, de dire au monde que, à travers ce livre, et à toi, que j'avais ce petit côté un peu barré. Mais la réalité, c'est que c'est pas si barré que ça. Mais tu vois, je dédicaçais la dernière fois le livre dans une librairie, et puis je disais ça en rigolant au gars de la librairie. Je disais, bon, bah, nous, on est perchés un peu quand même. Hein. Et le gars me dit, mais et si c'était nous qui étions normaux ? Et en fait, j'ai bien aimé. Parce que, oui, pourquoi est-ce qu'on serait perché ? Parce qu'on est ouvert à plein de choses. On est ouvert à d'autres connexions. On est ouvert... on a un esprit... En fait, je préfère dire qu'on a un esprit ouvert et tolérant. Et qu'on accueille des choses. Après, est-ce que c'est juste ou pas ? Ça, chacun en jugera en fonction de sa vie, ses ressentis, etc. En tout cas, moi, je sais aujourd'hui qu'il y a obligatoirement, pour moi... hein, un autre monde, autre chose. Et ça, je le sais depuis mes 10 ans. Parce que quand j'ai vécu cette expérience de mort imminente, où finalement, j'ai un petit peu vu ce qu'il y avait de l'autre côté de la mort, on va dire, hein, je sais que derrière, c'est quelque chose de vraiment positif. C'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de doux. C'est pas quelque chose, pour moi, comme on peut le dire, tiens, tu vas être puni, il va y avoir ou le purgatoire ou le paradis, etc. Pour moi, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment une histoire de retrouver cette interconnexion. Et c'est comme si, pour moi, on nous avait envoyé ici pour une seule chose. D'une, évoluer en niveau de conscience, mais aussi retrouver, se reconnecter à, je vais dire un truc qui va te sembler bateau, mais l'amour. C'est juste ça, en fait, le but de cette vie. Parce que finalement, quand on te fout ici, on te fait croire tout l'inverse. C'est-à-dire, on te dit, regarde, tu es un individu, tu es tout seul, tu as ton ego, pour avancer, il va falloir que tu te battes, que tu sois en compétition, que tu te laisses pas faire, parce que les faibles, de toute façon, ils se font écrabouiller. Enfin, tu vois, on te met dans la tête plein de trucs qui sont complètement débiles, alors que la seule chose pour laquelle on est là, c'est retrouver cet amour et cette interconnexion entre les gens. Et c'est pas être complètement illuminé que de dire ça, ou être ça y est, Jésus revient, c'est pas ça. C'est simplement avoir un peu de bon sens
c'est difficile pour chacun de vivre, c'est difficile pour chacun de traverser des vies où il y a des épreuves parfois violentes. On a tous nos épreuves, hein. Tu as tes épreuves, j'ai les miennes. On n'a pas les mêmes sur le chemin en fonction de ce qu'on doit apprendre sur le chemin. Mais j'ai envie de t'aider à traverser tes épreuves. Aide-moi à traverser les miennes, ça sera plus doux, ça sera plus simple. Tu t'aimes, toi, aujourd'hui ? Oui. T'as vraiment ce sentiment-là d'un amour pour toi, oui. pour qui tu es ? Oui, vraiment. Et ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est pour ça que je peux le dire aujourd'hui. Hein. Mais aujourd'hui, ça donne espoir. Ouais, et c'est un long travail. Hein. Mais aujourd'hui, j'aime vraiment la personne que je suis devenue. Quand je me regarde dans la glace, je sais que je ne mens pas, ni à moi, ni aux autres. Je sais que je veux faire des choses bien pour moi, pour les autres, pour tous ceux qui m'entourent. Je sais que ce que je recherche avant tout, c'est d'aider. Tu parlais tout à l'heure d'être un messager, c'est exactement ça. Moi, quoi que je fasse, c'est toujours le but, c'est de passer des messages positifs, bienveillants et qui aident les gens à ouvrir d'autres portes dans leur tête. Je le fais à travers, que ce soit les médias, tu vois, télé, les bouquins, la radio, la presse écrite, puisque j'ai lancé un magazine aussi, les conférences, tout ça, ça revient au même. C'est dans le seul but de dire je t'aime. Et je m'aime par la même occasion. Je trouve que c'est... En fait, j'ai l'impression des fois qu'on en revient toujours au même. C'est-à-dire que dans le développement personnel, au final, c'est quel chemin on prend pour arriver à l'amour, à la bienveillance. Et ça peut des fois être un peu gnangnan et rabâcher toujours la même chose. Mais en tout cas, de mon point de vue, et je vois dans mon chemin avec mes propres galères personnelles, que c'est vers ça que je vais, en tout cas. C'est ce que j'essaye d'atteindre, de trouver l'harmonie, l'harmonie de l'amour autour de moi. Alors, encore une fois, c'est pas simple tous les jours. Depuis ma rupture, c'est vrai que ceux qui écoutent le podcast souvent sont au courant. C'est vrai que je parle comme si tu étais au courant. Si, tu m'en avais parlé la dernière fois. Oui, je t'en avais parlé la dernière fois. Je sais que... Ouais. C'est vrai que depuis ma rupture, j'ai vraiment beaucoup de mal à accepter la solitude et à être dans l'amour avec moi. Et je lutte quelque part. Et le podcast, c'est presque thérapeutique de te rencontrer, de rencontrer les gens que je rencontre. Bien sûr, c'est thérapeutique. Pour voir un peu comment les gens font pour s'en sortir du mieux qu'ils peuvent et de me donner quelques clés quelque part. Et puis si ces clés servent les gens qui écoutent, tant mieux. Donc c'est... Pour te rassurer, j'ai envie de te dire, sur ton chemin, moi je suis arrivée à un moment où vraiment j'aime être avec moi-même. J'apprécie ma compagnie, je me sens jamais seule. J'ai toujours un truc à faire, toujours tu vois, des choses soit pour avancer, soit pour profiter, soit voilà. J'aime autant être seule qu'être avec les autres. Je peux être aussi parfois un peu ours. J'ai des moments un peu ours comme ça où je me replie sur moi-même, mais ça me fait du bien, ça me permet de me ressourcer. Tu parlais de méditation tout à l'heure, mais la méditation, c'est pas uniquement se mettre comme ça en tailleur dans son salon. La méditation, elle peut se faire partout. La méditation, par exemple, je la fais moi en ce moment à la piscine. Je vais beaucoup à la piscine et quand je nage, c'est une forme de méditation. Il y a peu de temps, je suis allée voir ce qu'on appelle un jam de musique pour célébrer quelqu'un. Et ça m'a transpercée en fait. J'étais comme dans une phase de méditation intense et de reconnexion intense avec moi-même. Donc tout ça, je le vis. Moi, je suis aujourd'hui célibataire aussi. Ça a été par choix parce que j'avais plus envie en fait d'être dans des chemins qui ne me correspondaient pas. Tout comme toi, je sais que à un moment donné, je vais retrouver quelqu'un et je serai très heureuse de retrouver quelqu'un.
mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit vraiment aligné, quelqu'un qui ait compris des choses, quelqu'un qui ait une forme d'évolution intérieure. Tu vois, pas quelqu'un qui est resté un peu ras de terre sur des sur des concepts un peu basiques de je veux le pouvoir, je veux l'argent. Et alors moi j'adore tout ce qui est le luxe, etc. Bien sûr, c'est beaucoup plus sympa d'être d'être en vacances dans un 5 étoiles que d'être et quoique, hein, ça dépend avec qui tu es. Ouais. Voilà. Mais tout ça, il faut que ça soit fait de façon juste. Et je pense que tout le chemin que tu as fait, que tu as dû faire, que j'ai fait aussi, c'est pour, à travers le fait de réapprendre à t'aimer et à aimer les autres en général, c'est aussi pour réapprendre ce qu'est vraiment l'amour, pour que maintenant, ou la prochaine fois, la prochaine étape que tu vas le partager, ça soit quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus sain et qui te remplisse, quoi, en fait, et pas un amour qui est dans une forme de dépendance affective, pas un amour qui est une forme un peu toxique, ou parce que les formes toxiques, tu peux en avoir plein de différentes, hein, tu vois. Je pense qu'on peut d'ailleurs terminer là-dessus, mais c'est trouver sa justesse personnelle. Exactement. Là où toi, t'as trouvé ta justesse. T'as trouvé ta justesse, ton harmonie, qu'est-ce qui te correspond en acceptant tes parts de lumière, tes parts d'ombre, et en acceptant toute cette invisibilité, ces signes, en tout cas, c'est les choses que tu n'aurais peut-être pas acceptées à 20 ans, aujourd'hui tu les acceptes, et mieux que de les accepter, tu arrives à te montrer à nu aux autres par tout ça. Et c'est ça, je pense, le chemin d'une vie, c'est de dire, je suis comme ça, je m'aime comme ça, et je vibre telle fréquence, et puis soyons amis avec ces gens où on vibre la même chose. Et puis en fait, on peut pas vibrer tous ensemble à certains moments, parce que même si on est interconnectés, comme tu le dis, des fois il y a des différences de vibration, et c'est juste de trouver ces poteaux à la même vibration, où on est bien, et on se sent libre. Et je crois que tu représentes cette liberté. Enfin, j'ai l'impression. C'est important pour moi ce que tu dis, parce que la liberté, ça a toujours été un élément fondamental dans ma vie. Donc ça, c'est très important. Ensuite, la justesse dont tu parles. En effet, lorsque tu es juste, encore une fois, tout est histoire d'énergie, donc tu envoies ton énergie, une certaine forme d'énergie au monde, et tu attires du coup une certaine forme d'énergie qui est la même. C'est ce qu'on appelle être sur la même longueur d'onde avec les gens. Voilà, donc on attend, et toi et moi, des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous, pour qu'on puisse faire un chemin bien ensoleillé. Ceux qui veulent aller plus loin, ils ont ton livre Pas si perché. Pour ceux de YouTube, vous le voyez là, hop, devant ma tête, avec tous mes petits chats. C'est ma maman qui m'a offert les marque-pages de chats, et c'est comme ça que je fais je ne trouverai pas le mot. Tu vois, il y a de l'amour là aussi dedans. Oui, tu vois, à travers ces marque-pages, il y a de l'amour. On y revient encore. Tu vois, c'est plein de petites choses du quotidien qui, les unes à côté de les autres, font une belle vie. Ouais, totalement. Pas si perché, aux éditions Guy Trédaniel. Christelle, comment on dit Cronier. Cronier, ouais. Oui. T'es bretonne ? Pas du tout. Non, pas du tout. Je serais plutôt avec des origines italiennes, même si ça se voit pas sur moi. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. En plus, je suis breton et je connais pas de Cronier, mais j'avais envie. Je sais pas, ça sonnait breton. Mais la Bretagne, tu vois, c'est aussi important pour moi, parce qu'il y a les cendres d'un de mes amis très très cher qui est décédé la semaine dernière, qui vont être répandues là-bas. Et donc la Bretagne, c'est quelque chose c'est un truc de cœur pour moi. Les Celtes et tout ce qu'il y a autour de la Bretagne. Et Nolwenn. Enfin bref. Non, on s'égare. On peut te retrouver où si on veut te contacter ? Alors sur LinkedIn, sur Instagram, c'est Christelle Cronier. Voilà, ou sinon christellecronier.tv@gmail.com. De toute façon, tous ces liens-là sont dans la description. Donc si vous avez la flemme de les taper, j'ai mâché le travail pour vous. À très bientôt, Christelle. Oui, avec grand plaisir. On va continuer cette conversation, j'en suis sûre. Complètement. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet épisode a pu t'inspirer, que cette interview avec Christelle a pu t'inspirer à te dire qu'on n'est peut-être pas obligé de tout changer, on n'est peut-être pas obligé de devenir une nouvelle personne à tout prix, mais en tout cas, Christelle qui reste dans le milieu audiovisuel a tout simplement navigué dans sa vie pour apprendre à écouter les signes, à s'ouvrir à un éveil spirituel, tout en gardant les bases qu'elle avait dans sa vie. Des fois, il ne s'agit pas forcément d'une renaissance à tout prix, mais tout simplement de voguer comme sur un canoë, dans un torrent. Je pars sur des métaphores. En tout cas, pour trouver toutes ces parties de soi. Toutes ces parties de soi que l'on n'accepte peut-être pas à un certain moment, et on les découvre dans la vie. Je te remercie en tout cas pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, parce que si tu m'écoutes encore, c'est que vraiment t'as apprécié peut-être. Et si t'as apprécié, et si tu ne fais pas partie des gens qui ont mis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, je t'invite à le faire. Encore une fois, c'est d'une aide vraiment précieuse. Et laisser un petit commentaire, c'est aussi vraiment très aidant pour moi, pour ce podcast gratuit que tu peux écouter toutes les semaines. Donc voilà, c'est la seule contribution que je te demande. Et puis sur Osez by Nico, l'Instagram, tu as les vidéos pépites de cette interview. Tu peux partager les extraits si tu trouves ça inspirant, ou partager les épisodes entiers si tu trouves ça inspirant à des amis qui tu penses qui pourraient avoir besoin de les entendre. Bon allez, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!